Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Emmanuel Macron est candidat à sa réélection. Il l'a dit le jeudi 3 mars dans une lettre adressée au peuple français, publiée par la presse écrite régionale. Annonce effectuée à 5 semaines du premier tour de la présidentielle, le dimanche 10 avril. On pourrait parler d'une campagne éclair, escamotée par la guerre en Ukraine, mais le président sortant sillonne la France et multiplie les annonces depuis l'été dernier. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du service politique du Parisien, en charge de l'exécutif, Pauline Thévenot et Olivier Beaumont. Pauline Thévenot, le jeudi 3 mars au soir, Emmanuel Macron officialise sa candidature dans une lettre adressée aux Françaises et aux Français, publiée par la presse régionale dont fait partie Le Parisien. Que dit cette lettre en résumé ? Déjà, elle dit enfin clairement ce qu'il refusait de dire jusqu'à présent, c'est qu'il est candidat à sa réélection. Après, c'est une lettre très très simple, sans lyrisme et sans annonce non plus, où finalement, il développe son propos en 4 temps. Il défend son bilan, il parle des temps bouleversés que nous traversons, il met un petit tir à un adversaire en particulier, sans le nommer, Éric Zemmour, et puis il développe les grands thèmes qu'il voudra promouvoir durant cette campagne. Le travail, la santé, l'éducation. Olivier Beaumont, comment va-t-il faire campagne dans les 5 semaines qui restent avant le premier tour, le 10 avril ? Quand Emmanuel Macron se déclare, il ne lui reste plus que 38 jours avant le premier tour, dans un contexte de crise internationale. Donc, pendant les jours qui lui restent, il va devoir jongler entre ces deux agendas. Concrètement, très peu de meetings, un voire deux, Marseille, un autre sur Paris ou en proche banlieue parisienne, et puis quelques déplacements thématiques, des réunions publiques, mais guère plus. On va revenir sur son annonce de candidature, mais on va voir dans cet épisode de Code Source que pour lui, la campagne a en fait déjà commencé depuis longtemps. Olivier Beaumont, cet été, pendant ses vacances, pendant le mois d'août, dans le fort de Brégançon, dans le Var, le président sortant se prépare physiquement pour cette campagne. Sur son lieu de villégiature au fort de Brégançon, il a fait du sport, il s'est préparé, il a bien sûr continué à travailler, mais il a fait de la course à pied, du tennis, de la boxe, du ping-pong. Résultat, fin août, il est revenu plus fit, cite un de ses collaborateurs. Toujours pendant l'été, Pauline Thévenot, des membres des cabinets ministériels de Matignon et de l'Élysée se réunissent en association. Oui, c'est une association de loi 1901 qui s'appelle Trait d'Union et qui réunit des collaborateurs des ministères, des collaborateurs parlementaires. Quelle est leur idée ? Tout simplement de préparer en cas de réélection un vivier de collaborateurs disponibles pour un éventuel futur quinquennat. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces périodes, habituellement, les collaborateurs ministériels, ils cherchent plutôt à se recaser à l'extérieur, dans le privé, dans des grandes institutions. Et là, ils préparent la suite. Ça montre quand même qu'ils ont une très grande confiance, peut-être même un excès de confiance dans l'avenir. Au même moment, Olivier Beaumont, deux proches du président, sont sollicités pour lancer des comités de soutien. Oui, et ces deux proches ne sont pas n'importe qui. Il y a d'abord le député des Hauts-de-Seine, Thierry Solère, qui est aussi conseiller politique d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Thierry Solère, pour rappeler qui c'est l'ancien coordinateur de la primaire LR à droite, quelqu'un qui connaît très bien la carte électorale. Et l'autre personnalité, c'est Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, un élu local, l'ancien coordinateur du grand débat national. Et pendant tout l'été, ils vont effectivement activer leur riche carnet d'adresses pour aller dépêcher un certain nombre d'élus locaux, de maires, pour que le moment venu, ils annoncent leur soutien au président de la République. Résultat, au bout de 2 mois, 200 comités locaux de soutien à la réélection d'Emmanuel Macron sont déjà constitués. Emmanuel Macron quitte donc le fort de Brégançon le 22 août. La fin de l'été est marquée par l'actualité internationale, le départ dans le chaos des Américains d'Afghanistan, retrait achevé le 30 août. Emmanuel Macron, lui, est en déplacement à Marseille le mercredi 1er septembre. Pauline Thévenot, vous êtes sur place pour Le Parisien. Que fait le président à Marseille ? Le président à Marseille, il est venu annoncer un grand plan pour la ville. Et il reste 2 jours et demi sur place, 2 jours et demi au cours desquels il multiplie les visites thématiques. Il va dans un commissariat, dans les quartiers nord, dans une école, dans un hôpital. Il parle aussi environnement. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait, le président ? Il rôde un peu sa campagne dès ce déplacement, à la fois par les formats de ses visites et aussi par les thèmes qu'il déroule. On le voit, il teste des idées et son déplacement finit par un grand discours. Monsieur le préfet de région, mesdames et messieurs les parlementaires,
Madame la présidente du conseil départemental, présidente de la métropole Aix-Marseille, mesdames et messieurs les élus. Au Pharo, avec un cadre assez superbe derrière lui, là, il y a le vieux port, la Méditerranée. Et dans ce discours, finalement, il fait de Marseille et de ce grand plan une forme de laboratoire pour sa campagne. Mais l'urgence ne suffit pas à relever les défis de Marseille. Il nous faut nous projeter, il nous faut bâtir le Marseille de 2030 maintenant. Olivier Beaumont, pendant le mois de septembre, des communicants font leur arrivée au siège de La République En Marche, à Paris, rue du Rocher, dans le 8e arrondissement. Et oui, un siège flambant neuf, et on voit qu'en coulisses, les choses commencent à s'accélérer, que la campagne approche, puisqu'un certain nombre de figures viennent ou réapparaissent au QG, au futur QG de campagne. Et parmi elles, il y a Grégoire Poton, c'est un fidèle d'entre les fidèles, un artisan de la victoire en 2017, et il vient pour assurer la coordination de la présidentielle et des législatives. Et puis plus discrètement aussi, une autre figure revient, Christian Darnia. Alors lui, il est l'architecte du financement de la campagne. Et puis une autre figure, un ancien cadre d'Orange, Christian Brombin, qui lui va avoir en charge de la stratégie numérique. Donc on voit que ce faisant, petit à petit, un certain nombre de personnalités comme ça en coulisses arrivent pour commencer à structurer la future campagne du candidat. Le 15 septembre, en réaction à l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité, le gouvernement annonce 100 € supplémentaires pour les plus de 5,5 millions de ménages éligibles au chèque énergie. Et 2 jours plus tard, Valérie Pécresse, à ce moment-là candidate à l'investiture LR, accuse le chef de l'État de trop dépenser. Nous pensons qu'il y a urgence pour le pays à ce que Emmanuel Macron, qui a été un président pour presque rien et qui est en train de cramer la caisse, arrête son mandat en 2022. Olivier Beaumont, le mardi 12 octobre, à l'Élysée, devant une dizaine de membres du gouvernement, dont le Premier ministre Jean Castex, des jeunes, des chefs d'entreprise, Emmanuel Macron dévoile un grand plan pour l'industrie. Nous sommes à 6 mois de l'élection présidentielle et le président de la République annonce effectivement un grand plan d'investissement de 30 milliards d'euros sur 5 ans pour développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Mais ce qui surprend encore plus, c'est la forme et le cadre. Ça se passe sous les ors de l'Élysée, dans la salle des fêtes, et on voit qu'il y a toute une mise en scène qui est faite autour de cet événement, quasiment un meeting. On voit un Emmanuel Macron qui déambule, qui parle comme ça auprès des jeunes patrons, des investisseurs. On ne part pas de nulle part. Depuis un peu plus de 4 années, je crois qu'on essaie profondément d'avoir une stratégie qui répond d'abord à ce constat, ces grandes transformations, et qui, si je puis dire, qui part de ce socle de raisonnement et qui commence à produire des résultats. Ça donne déjà une impression d'air de campagne, d'autant que cet événement est précédé d'un mini-film, d'un mini-clip d'1 minute 15 où il convoque à la fois le Concorde, le TGV et toute la nostalgie des 30 Glorieuses, quasiment un clip de campagne. 3 jours plus tard, le vendredi 15 octobre, le président est une nouvelle fois à Marseille, officiellement pour venir voir où en sont les chantiers lancés lors de sa visite précédente, début septembre. Son plan qui représente au total, d'après les calculs de l'Élysée, 1,5 milliard d'euros d'investissement, notamment pour les transports, la sécurité et la culture dans la deuxième ville de France. Pauline Théveniot, au-delà de Marseille, c'est une période où il multiplie les annonces pour des montants très importants. Oui, il y a un plan pour les agriculteurs, pour les indemniser en cas de catastrophe, un plan pour les travailleurs indépendants, pour les pêcheurs, pour un plan autonomie, pour les personnes âgées ou encore la prime de rénovation énergétique. Pour les agriculteurs, par exemple, c'est 600 millions d'euros par an. Pour les policiers, c'est 500 millions aussi pour la mise en œuvre du Beauvau de la sécurité ou encore 50 millions pour les pêcheurs. C'est ce que certains de ces lieutenants appellent faire du segmentiel, c'est-à-dire que catégorie après catégorie, ils traitent tous les secteurs. Olivier Beaumont, le mardi 9 novembre, de l'Élysée, Emmanuel Macron prononce une allocution sur la crise sanitaire, c'est la 5e vague de l'épidémie, allocution suivie par plus de 20 millions de spectateurs. Au-delà des annonces sur le Covid, il parle aussi du nucléaire, du travail ou des retraites. Et oui, et ça, on ne s'y attendait pas forcément. Effectivement, le premier tiers de son allocution est consacré à la crise sanitaire, mais tout le reste est consacré à des annonces. Les grands enjeux d'avant la crise n'ont pas disparu. La protection de la planète, le défi démographique, le vieillissement, la montée des inégalités. Nous avons donc, d'une manière inédite, tant de décisions à prendre en même temps, tant d'investissements historiques
à faire pour relever tous ces défis. Parmi celles-ci, il y a la suspension des allocations chômage pour les demandeurs d'emploi qui ne seraient pas en recherche active. Et surtout, il annonce qu'il va repousser la réforme des retraites. On sait que c'est un sujet épidermique, donc il suspend cette réforme. Mais attention, il prévient quand même qu'il va devoir quand même à un moment donné se poser la question du report de l'âge légal de départ à la retraite. Donc on devine que ce sera un des sujets importants de son futur programme présidentiel. Pauline Thévenoud, cette allocution entraîne beaucoup de réactions de la part des oppositions. Il y a par exemple Nadine Morano qui tweet « Alerte info, meeting d'Emmanuel Macron en cours » ou alors l'insoumise Manon Aubry qui dénonce tout de suite un clip de campagne aux frais du contribuable. Au fond, les oppositions, elles s'offusquent en estimant qu'Emmanuel Macron joue de sa stature, de sa position de président et finalement des moyens de l'État pour faire campagne. Le lendemain, dans Le Parisien, vous expliquez tous les deux, Olivier Beaumont, Pauline Thévenoud, que l'entourage d'Emmanuel Macron assume l'idée d'un président en campagne. Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là ? Effectivement, on assume la portée politique de cette prise de parole qui est faite depuis l'Élysée. On assume quelque part de donner le sentiment peut-être d'enjamber déjà l'élection présidentielle. Dans les jours qui suivent, le président multiplie les déplacements sur le terrain. Le 16 novembre, il est à Béziers dans l'Hérault, où il rencontre le maire proche du RN Robert Ménard. Le 19 novembre, Emmanuel Macron est dans les Hauts-de-Seine, à Guise dans l'Aisne. Le 26, il est au Vatican, reçu par le pape François. Le jeudi 2 décembre, il est à Strasbourg, au Parlement européen, pour un discours d'hommage à Valéry Giscard d'Estaing, 1 an, jour pour jour, après la mort de l'ancien président. À cette période, au passage, le 4 décembre, Valérie Pécresse remporte l'investiture LR. Et le mardi 7 décembre, Emmanuel Macron est dans le Cher à Vierzon. Pauline Thévenoud, un déplacement que vous suivez pour Le Parisien. Il veut apparaître au milieu des gens, casser son image de président des villes. Il voulait se laisser le temps pour des rencontres. Il déjeune dans un restaurant routier, par exemple, ce qu'on ne l'avait pas vu faire depuis sa précédente campagne. Mais il y a une drôle d'ambiance lors de ce déplacement. Le centre-ville est absolument bouclé. Le programme de sa journée est considérablement allégé par rapport à ses programmes habituels, si bien qu'il y a des moments un petit peu de flottement. Ça flotte un peu. Le 8 décembre, Emmanuel Macron est à Vichy dans l'Allier, première visite d'un président français sur place depuis Valéry Giscard d'Estaing en 1978. Et le lendemain, Pauline Thévenoud, à l'Élysée, il tient une conférence de presse à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne qui va débuter en 2022. Oui, il y a 100 journalistes qui sont réunis dans la salle des fêtes de l'Élysée pour assister à cette conférence de presse, lors de laquelle Emmanuel Macron veut présenter les grandes priorités de la présidence française de l'Union européenne. Mais finalement, l'exercice tourne vite à une forme de partie de cache-cache sur sa façon d'esquiver les questions sur sa future candidature. Et je voulais aussi savoir, vous n'êtes pas encore candidat à l'élection présidentielle, peut-être que vous allez nous faire une annonce, mais vos homologues ici, enfin les autres chefs d'État, s'inquiètent de comment on peut combiner une présidence du Conseil de l'Union européenne et une campagne électorale. On le voit à ce moment-là, il joue avec ça, même avec un certain plaisir, ça l'amuse. Bon, sur ce sujet, je vais répondre rapidement parce que je ne vais pas répondre non plus X fois. Dites-moi la date à laquelle il faut s'arrêter de travailler démocratiquement. C'est la fin du mandat. Et donc je travaillerai jusqu'à la fin du mandat. Olivier Beaumont, le 15 décembre, Emmanuel Macron participe à une émission en prime time sur TF1 intitulée « Où va la France ?» Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici à l'Élysée. Monsieur le Président, ce soir nous allons vous poser une question centrale. Où va la France ? Il défend son bilan et il est aussi interrogé sur les phrases qu'il a pu tenir et qui ont choqué une partie de l'opinion. C'est vous qui l'avez dit, que vous regrettez la formule que vous regrettez. Non, c'est celle où je dis il y a des gens qui réussissent, des gens qui ne sont rien. Ça, on ne peut pas dire ça. L'arrogance, dans l'esprit des gens. Et il le reconnaît, dans certains de mes propos, j'ai pu blesser les gens. Mais il revendique aussi le fait de vouloir bousculer, de vouloir faire bouger les choses. Au fond, on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Et je pense que... Vous manquiez de respect à l'époque ? Et je pense que dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Pauline Thévenoud, une nouvelle fois, les oppositions fustigent cette émission. Il s'indigne de voir que le président, il a comme ça une émission longue, en prime time, quand eux, la case ne leur est pas proposée. Ils sont plusieurs à saisir le CSA au nom de l'équité et à demander d'avoir tout simplement une émission similaire pour pouvoir s'exprimer.
Le CSA qui deviendra quelques jours plus tard l'ARCOM. Emmanuel Macron a une nouvelle fois l'occasion de défendre son bilan à l'occasion de ses vœux aux Françaises et aux Français le 31 décembre. Le pouvoir d'achat avec l'indemnité inflation, le chèque énergie, l'augmentation des salaires des fonctionnaires les plus modestes, l'urgence écologique et climatique avec le renouvellement de notre parc automobile, le développement des énergies renouvelables, les rénovations thermiques des logements et au 1er janvier, la fin des emballages plastiques, la retraite minimale à 1 000 €, le déploiement de 2000 maisons de France Service, le versement automatique des pensions alimentaires qui bénéficiera notamment aux mères seules, la gratuité de la contraception pour les femmes jusqu'à 25 ans et la réforme de l'État. Rien que ces dernières semaines et dans les prochains mois, des décisions dont on parlait parfois depuis des décennies, que je viens à la cavalcade ici d'essayer de rassembler, ont été prises et seront prises qui changeront la vie. Le mardi 4 janvier, le président est face aux lecteurs du Parisien. Dans le jardin d'hiver de l'Élysée, il répond à un panel de nos lecteurs. Interview mise en ligne le soir même sur leparisien.fr. Vous étiez bien sûr tous les deux à l'Élysée pour le Parisien. Et une phrase fait énormément réagir. Pauline Thévenoud, une phrase du président. « Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder ». Pourquoi est-ce qu'il parle aussi directement ? Eh bien parce qu'il voulait frapper un grand coup. Le président fait un pari, c'est qu'une majorité silencieuse de Français est exaspérée par les non-vaccinés. Et il se dit que s'il se montre très très offensif vis-à-vis d'eux, cette majorité silencieuse lui en saura gré. Et c'est à ce genre de moment très stratégique que l'on voit que la campagne présidentielle est sans cesse en toile de fond. Et à propos de sa probable candidature à venir, il répond à l'un de nos lecteurs, je cite, « Il n'y a pas de faux suspense, j'ai envie ». Le lundi 10 janvier, il est dans les Alpes-Maritimes, à Nice et à Tende pour parler sécurité. Grand discours, un long discours avec moult détails techniques sur le site d'un futur hôtel de police. Il présente la loi de programmation de sécurité intérieure qui a été préparée par le ministre Gérald Darmanin. Sauf que cette loi, elle sera présentée en Conseil des ministres d'ici à la fin du quinquennat, mais il n'y a aucune chance, compte tenu du peu de temps qu'il reste, pour qu'elle soit adoptée avant la fin de son mandat. Donc en fait, qu'est-ce que c'est cette présentation ? C'est tout simplement la présentation de son programme sécurité pour la présidentielle. Olivier Beaumont, le 14 janvier, Le Parisien révèle que le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, vient régulièrement au QG de La République En Marche, rue du Rocher. Alexis Collère, ça n'est pas n'importe qui, c'est le bras droit d'Emmanuel Macron à l'Élysée, son homme de confiance depuis maintenant 8 ans. Et Alexis Collère, il se rend une fois par semaine au minimum au QG de campagne. Il le fait le soir sur son temps personnel. Nous répondons à l'équipe de campagne. En tout cas, l'objet de cette réunion, il est bien clair, il est clairement dit, c'est l'Élysée qui vient faire ses commandes, dire on a besoin de ci, besoin de ça, et le parti applique. Le 19 janvier, le chef de l'État prononce un discours au Parlement européen de Strasbourg à l'occasion du début de la présidence française de l'Union européenne et il est interpellé par le Vert Yannick Jadot, Jordan Bardella du RN et l'insoumise Manon Aubry. Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. Alors que la France a besoin de rayonner de nouveau pour exprimer sa puissance, vous avez éteint sa lumière pour la France mais aussi pour l'Europe. Il est vital que votre mandat reste unique. Vous êtes le président du mépris, mais au moins vous l'assumez. Et comme vous l'avez résumé, le peuple, vous l'emmerdez. Vous avez dit, je vous cite, « La présidence française de l'Union européenne ne doit pas être un marchepied électoral ». Et je pense que vous avez tout à fait raison. Le 25 janvier, Emmanuel Macron est à Oradour-sur-Glane, village martyr du nazisme, où des SS ont massacré 643 habitants le 10 juin 1944. Le lendemain, il reçoit à l'Élysée des associations de rapatriés d'Algérie. Quelques jours plus tard, le 2 février, il sera à Liévin, dans le Pas-de-Calais, pour évoquer l'avenir du bassin minier. Mais Olivier Beaumont, à cette période, on parle de plus en plus de la crise en Ukraine. Les plus de 100 000 soldats russes déployés à la frontière ukrainienne. Qu'est-ce que ça change pour l'annonce de sa candidature ? Fondamentalement, ça ne change pas grand-chose puisque en coulisses, il a déjà été décidé très très vite que cette annonce de candidature interviendrait très tard. Par contre, ce qui va changer, c'est effectivement le ton probable puisque
On voit qu'il y a une crise mondiale qui est en train de se dessiner, qu'Emmanuel Macron va avoir son agenda bousculé, accaparé par le conflit qui est en train de se dessiner à l'est de l'Europe, et ça va totalement percuter ses fonctions de président de la République et effectivement de futur candidat. Le lundi 7 février, Emmanuel Macron rencontre Vladimir Poutine à Moscou, au Kremlin. Ils échangent plusieurs heures de part et d'autre d'une très longue table blanche. Tentative de dialogue qui n'empêchera pas l'offensive russe sur l'Ukraine. L'invasion russe en Ukraine débute le 24 février. Olivier Beaumont, le mercredi 2 mars à 20h, le président Macron s'adresse au peuple français à propos de la guerre en Ukraine qui, à ce moment-là, a déjà fait, précise-t-il, des centaines de victimes civiles ukrainiennes. Son ton est grave, il parle d'un changement d'époque et il dit quelques mots de la présidentielle à la fin de son intervention présidentielle des 10 et 24 avril. Cette guerre vient aussi percuter notre vie démocratique et la campagne électorale qui s'ouvre officiellement à la fin de cette semaine. Cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation, mais qui ne nous empêchera pas de nous réunir sur l'essentiel. Je sais pouvoir compter sur vous. Il laisse entrevoir par ces mots que la campagne ne ressemblera à aucune autre, que sa campagne à lui sera forcément entravée par la crise qui touche l'Ukraine et la Russie. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Emmanuel Macron se déclare candidat le jeudi 3 mars au soir dans une lettre adressée aux Français. Olivier Beaumont, comment ont réagi en résumé ses principaux adversaires à la présidentielle ? Sans surprise, ses adversaires tirent à boulet rouge sur cette missive. Yannick Jadot, le candidat écologiste, le dit, ça fait longtemps qu'Emmanuel Macron est en campagne, qu'il dépense de manière électorale. Donc une fois de plus, on lui reproche le mélange de genres. Et l'attaque la plus dure, la plus sévère est celle d'Éric Zemmour, qui diffuse une vidéo sur les réseaux sociaux et il s'adresse à la première personne directement au président candidat dans cette vidéo. Monsieur le Président de la République, je vous attendais. Vous voilà enfin. La France m'a demandé de vous dire que vous avez échoué. D'un mot, Olivier Beaumont, le contexte de la guerre en Ukraine, ça lui est forcément favorable ? En tout cas, la lecture des sondages qui sont sortis au moment où Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine, on voit que cette crise profite plutôt à Emmanuel Macron. Il gagne en moyenne entre 2 et 5 points dans les intentions de vote pour le premier tour, donc c'est énorme. Pourquoi ? Parce qu'il est le chef de guerre, il est drapé dans cette posture comme ça de chef des armées. Et on voit surtout à côté que c'est que les oppositions n'arrivent pas à émerger, à faire des contre-propositions qui soient tenables. Emmanuel Macron, lui, quelque part, il a un boulevard, sans être cynique, avec cette crise qui ne peut que lui profiter. On le disait au début de cet épisode de Code Source, il ne reste que 5 semaines avant le premier tour. En même temps, factuellement, Pauline Thévenoud, depuis cet été, il a multiplié les déplacements et les annonces. Il a déjà mené une longue campagne. Oui, absolument. D'ailleurs, sa campagne, en réalité, elle commence au moment des élections régionales. Et puis, Emmanuel Macron, il avait théorisé un moment charnière à l'été. C'est un proche qui me le disait. Il disait à partir de là s'ouvre une séquence où il ne laissera plus la place à personne. C'est-à-dire que de la majorité du gouvernement n'émergera qu'une tête, la sienne. Finalement, cette campagne, elle aura duré toute une année. Merci à Pauline Thévenoud et Olivier Beaumont. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Thomas Vallogne. Réalisation, Benoît Gillon. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.